J'ai aussi de plus en plus de patients qui me demandent mon avis sur le cannabis thérapeutique. Des gens qui n'en ont jamais consommé de leur vie, mais qui ont par exemple des douleurs d'arthrose, etc. Mmh. Les médicaments leur donnent des effets secondaires et donc ils veulent essayer d'autres choses. Il y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème et il y a des gens qui ont vraiment un rapport compliqué à la consommation. Voilà, il y a pas de règle. Merci Zoé de me rejoindre ce soir. Je suis venue te chercher avec cet objectif-là, d'essayer de répondre à cette question qu'ils m'ont posée à la Ligue de l'enseignement, qui est un gros réseau d'associations, et eux, ils accueillent des volontaires en service civique, donc des jeunes qui peuvent avoir entre 18 et 25 ans. Ils font des formations BAFA dans des colos, des centres de vacances ou des espaces comme ça. Au milieu de la formation, c'est la pause déjeuner ou c'est la pause de l'après-midi. Il y en a qui roulent des clopes et puis il y en a qui roulent des joints. Est-ce que déjà, est-ce qu'il faut agir, tu vois, quand en plein milieu d'une formation, t'as des personnes qui sortent et qui se roulent un joint? Est-ce qu'il faut intervenir en fait? Si oui, comment? Ils m'ont dit, enfin, est-ce que t'arriverais à traiter ça en live, quoi? Et je me dis, putain, c'est un gros sujet. Moi, je suis pas spécialiste de ça. Ça va à la fois toucher sujet de société sur le côté moralisateur, tous les discours politiques qu'on peut avoir autour de la consommation des psychotropes, mais aussi des questions de santé physique, mais aussi mentale. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que vous avez sorti avec Padu une vidéo récemment sur la chaîne YouTube Padu Stream, que que j'ai regardé, que j'ai trouvé trop intéressante. C'était avec Zoé Dubus. Zoé Dubus, qui, elle, est une historienne chercheuse spécialisée dans l'histoire des psychotropes. Et Ouais. donc, vous avez parlé de faut-il un service public de la drogue. Donc, je voulais commencer déjà en te représentant, Zoé. Donc, toi, tu es médecin généraliste. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai le gros de mon activité professionnelle, c'est de la médecine générale. Moi, j'aime bien le terme de médecine de campagne pour décrire ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est une pratique de la médecine générale qui est relativement propre au fait que je travaille en zone rurale. Et j'ai une partie de mon activité où je travaille à la fac de médecine, en fait, et je fais de l'enseignement, principalement auprès des internes de médecine générale. Donc les internes, c'est la dernière phase des études de médecine. Si je peux rajouter, donc ouais, je suis militante féministe et puis plus largement, je suis militante politique. Je suis Oui. militante de gauche, plus largement progressiste, et donc sur des questions à la fois appliquées à la santé, donc de l'accès aux soins, tous les combats progressistes qui découlent de tout ça, les conditions de travail, le droit du travail, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Bah écoute, pour rentrer dans notre sujet justement, donc j'ai vu que sur Santé publique France, les études, la dernière étude date de 2020. Alors déjà, je suis là, bah, vous avez fait quoi pendant 4 ans? Les mecs, ils ont plus fait d'études sur ce sujet, plus de Ils ont problème. raté. Et du coup, on y trouve que près de la moitié des adultes, donc c'est 46% des adultes, ont déjà consommé du cannabis, 11% d'usagers dans l'année, 3,6% d'usagers réguliers. Qu'est-ce que régulier? Alors en général, c'est au moins 10 fois dans le mois. Et cette étude note aussi un vieillissement des usagers qui sont de plus en plus souvent des trentenaires et des quadragénaires. Donc contrairement à une image commune qu'on peut avoir, il n'y a pas que des jeunes en fait qui fument du cannabis. Toi, tu as des patients qui sont dans des usages. Est-ce que tu peux en parler de quels sont leurs usages? Est-ce qu'ils viennent te voir aussi pour ça, ou est-ce que c'est des choses que toi tu constates en les suivant? Enfin, Je mets un tout petit peu de contexte au tout départ. Si vous allez voir la vidéo qu'on a fait sur les drogues, on en parle en long, en large et en travers. Le cannabis fait partie des substances psychoactives. Donc c'est des substances qui ont un effet sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement de la psyché. L'alcool est une substance psychoactive, par exemple. Les médicaments, certains médicaments, notamment les médicaments à visée psychique, sont des substances psychoactives au même titre que peut l'être le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack. Donc les substances psychoactives, c'est un grand groupe de molécules qui ont toutes des effets différents et des risques différents. Moi, mon objectif en parlant de ces substances-là, c'est d'en parler d'une manière relativement neutre, c'est-à-dire en disant clairement quelle est la réalité des usages, quels sont les réels risques liés à ces substances, comment on les réduit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'approche prohibitionniste pure, dire cette substance, c'est très mal, il ne faut pas en consommer, ça ne fait pas que les gens ne consomment pas la substance. Arriver en disant c'est bien, c'est mal, c'est le diable ou au contraire c'est génial, c'est jamais une bonne approche. Et en fait, déjà dire ça, ça semble hyper, hyper subversif, alors qu'en fait, c'est l'état du consensus scientifique actuel. Soit les gens vont venir spontanément m'en parler, mais c'est pas si fréquent que ça, si je suis très honnête. Ça peut arriver quand même, mais en général, ça vient en deuxième. Souvent, moi, je l'aborde dans le cadre d'une consultation de soins psychiques. Donc des gens qui viennent avec des symptômes d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, des histoires traumatiques, etc., etc.
Et en fait, dans les questions que je vais poser ou dans les informations que la personne va me donner, il va y avoir la consommation de cannabis qui arrive. L'image classique qu'on en a, c'est un adolescent ou un jeune adulte qui consomme avec ses copains dans un parc. Mais en fait, il y a des gens qui ont 50, 60, 70 ans qui consomment du cannabis, soit à but récréatif, soit parce qu'ils dorment avec, soit pour gérer de l'anxiété. J'ai aussi de plus en plus de patients qui me demandent mon avis sur le cannabis thérapeutique. Des gens qui n'en ont jamais consommé de leur vie, mais qui ont par exemple des douleurs d'arthrose, etc. Mm. Les médicaments leur donnent des effets secondaires et donc ils veulent essayer d'autres choses. Il y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème et il y a des gens qui ont vraiment un rapport compliqué à la consommation et tout ça se mélange. Voilà, il y a pas de règle. Parfois, la consommation de cannabis, quand elle est dans une consommation plutôt régulière et qui peut devenir un problème dans la vie de la personne, et c'est pour ça que toi aussi tu le fais lors du check-up santé mentale, c'est surtout un symptôme de problèmes qui sont plus profonds et qui sont pas directement liés à la consommation de cannabis en soi, quoi. L'addiction ne sort pas de nulle part, quoi. Exactement. Alors là, on se mettrait donc dans le cadre de gens qui ont une consommation quotidienne, par exemple. Dans ces personnes-là, on retrouve beaucoup de gens qui ont effectivement une utilisation du cannabis qui est en fait une automédication. On prend du cannabis pour se calmer, on prend du cannabis pour aider à dormir le soir parce que on est anxieux, parce qu'on rumine. Ça peut être des gens qui l'utilisent pour gérer un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ça, c'est très fréquent. Il y a une grosse corrélation. Ça peut être des gens qui sont en dépression et ça peut aussi être des gens qui gèrent le psychotrauma particulièrement. C'est quoi un La majorité. psychotrauma, du coup, si tu peux... Un psychotrauma, c'est un traumatisme qui a laissé une trace psychique dans le cerveau. Il y a une décharge de stress énorme qui fait que le souvenir, il est difficile à intégrer par le cerveau. Je simplifie un petit peu le fonctionnement, mais en gros, c'est ça. Et votre cerveau, il range les souvenirs dans des sortes de boîtes pour que tout soit bien à sa place et tout, et que vous n'ayez pas tous vos souvenirs qui se mélangent dans votre tête. Et là, dans le stress post-traumatique, le souvenir, il va pas bien se ranger dans la bonne boîte parce que le cerveau est trop choqué. Et du coup, le souvenir, il peut ressurgir sous forme de flash, par exemple. Il y a aussi des choses où le cerveau vit à un moment de stress tellement intense sans forcément que ça soit la mort, et particulièrement les antécédents de violences sexuelles, qui laissent des traumatismes au cerveau très importants, avec des gens qui peuvent avoir de l'anxiété résiduelle en permanence, et notamment pendant le sommeil sous forme de cauchemar. Et le cannabis, par exemple, chez beaucoup de gens, il coupe les rêves. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils consomment du cannabis, ne rêvent plus. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est adapté à la personne? Est-ce que ça ne renforce pas les troubles? Est-ce que la personne n'aurait pas besoin d'autre chose que de cannabis? Et comment on peut l'aider dans tout ça, quoi. Merci, ouais. Je pense que c'est important de venir expliquer pourquoi les gens consomment, que ce soit pas simplement vu uniquement sous l'aspect récréatif, parce que des fois ça vient chercher, comme tu le dis, plutôt des solutions d'automédication. Je pense que ça nous permet d'aborder le sujet avec peut-être une plus grande empathie, le sortir du côté ah c'est juste des ados qui veulent de la défonce, parce que c'est souvent le traitement médiatique qui est fait de cette substance-là. Il y a tout un enjeu. Moi, si vous saviez le nombre notamment de femmes qui me parlent de leur consommation de cannabis, et une des angoisses qu'elles ont tout de suite et qu'elles me demandent, c'est est-ce que ça va être noté dans mon dossier médical? Qui peut le voir? Est-ce qu'on peut me retirer mes enfants si on sait que je consomme? Ça, c'est des questions qui sont très fréquentes. Comment est-ce qu'elle risque d'être reçue auprès de tes confrères médecins? Ça dépend en fait. Ça dépend parce qu'en fait, on est assez mal formé sur les substances psychoactives. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas forcément formés, notamment sur le cannabis, qui pourtant est très fréquent. Il y a un vrai problème de formation sur la réalité des usages et surtout la formation à la réduction des risques, c'est-à-dire comment on aborde les patients dans leur consommation sans jugement et en s'adaptant à eux, les aider à l'abstinence si c'est leur objectif. Mais il y a plein de gens, leur objectif, c'est pas l'abstinence ou alors ils peuvent pas l'atteindre. Et du coup, là, il faut les aider à entrer dans une consommation contrôlée, gérée, pour qu'elle pose le moins de problèmes possible. Et ça, ça manque encore, malheureusement. Est-ce que toi, en tant que médecin, tu peux parler un peu des risques du cannabis aussi, juste qu'on sache de quoi il en Ouais. retourne? Alors, premier risque, alors moi je le mets toujours en premier celui-là, et je le fais pour toutes les substances psychoactives, la conduite. Que ce soit un vélo, que ce soit une voiture, que ce soit un scoot, un deux-roues motorisé. Le cannabis, alors, contrairement à l'alcool, ça va pas donner une espèce de sentiment de surpuissance et tout ça sous alcool. Par contre, il va franchement altérer les réflexes de la personne. Et donc même si vous roulez pas très vite, s'il y a un cycliste qui déboule, un enfant qui court après son ballon de foot, qui passe devant votre véhicule,
voilà, un imprévu, un animal, etc., vous allez pas aussi bien réagir, vous allez réagir beaucoup moins vite et ça, vraiment, on a plein d'études qui le montrent et l'effet du cannabis, il est très long. Ça dépend de si vous êtes, régulier ou pas, mais en gros, les effets sur votre conduite, on peut les voir jusqu'à, 12-14 heures après la consommation. Les gens ressentent, l'effet en général, plutôt, de l'ordre de, 2 à 4 heures, Mmh. les gens qui consomment, régulièrement. Mais voilà, si quelqu'un fume, on va dire à minuit et qui part au travail à 7 heures du matin, bah, c'est pas sûr qu'il soit, OK. totalement, maître de son véhicule aussi bien que s'il n'était pas sous l'effet du cannabis. Deuxième chose, des risques liés au cannabis, c'est quand on le fume. Le fait de fumer quelque chose, c'est de toute façon, il y a une combustion. En général, en plus, le cannabis est fumé mélangé avec du tabac, dans la majorité des cas et donc il y a tout un tas de problèmes cardiovasculaires, respiratoires, des risques de cancer, des risques de problèmes d'AVC, d'infarctus et cetera qui sont liés à la au fait de fumer. Alors, il y a des manières de fumer, enfin d'inhaler le cannabis qui peuvent être un peu moins dangereuses que d'autres. Il existe par exemple des vaporizers, c'est des produits où en fait on va chauffer le cannabis jusqu'à ce que le produit puisse s'évaporer, mais pas assez fort pour qu'il y ait une combustion. On manque d'études sur ces choses-là, mais vraisemblablement, comme il n'y a pas de combustion, a priori c'est moins nocif. Le fait de fumer à travers une pipe à eau, ça refroidit la fumée déjà parce que la fumée est très, chaude. Ça participe au risque notamment de cancer de la gorge, de lésions des poumons et cetera. Il y a des manières de consommer le cannabis qui sont différentes et notamment en le mangeant qui, réduisent, tous ces risques-là. Par contre, quand on mange du cannabis, l'effet, est beaucoup plus fort et donc il Mmh. faut faire très attention à la manière dont on le dose, pour ne pas se retrouver, dans un état qu'on n'a pas choisi. Ensuite, le cannabis, on en parle beaucoup en général sur les risques psychiques. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le cannabis, notamment le fait que ça favoriserait la survenue des schizophrénies. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mmh. ça. Actuellement, le consensus scientifique, c'est que non, le cannabis, ça ne rend pas schizophrène. Par contre, chez les personnes qui ont un haut risque de schizophrénie, peut-être que ça pourrait précipiter des crises. Chez des personnes qui sont déjà atteintes de schizophrénie, peut-être que ça pourrait précipiter des décompensations. Mais en fait, on a remarqué une corrélation entre consommation de cannabis et schizophrénie, en fait, et pareil avec l'anxiété et la dépression. Et en fait, plus ça va, plus on se rend compte que c'est plutôt parce qu'on n'est pas bien qu'on fume que parce qu'on fume, on n'est pas bien. Et dans des études, on s'est rendu compte que les gens qu'on pensait être rendus schizophrènes par le cannabis, c'était des gens qui, en fait, avaient des sortes de pré-symptômes de schizophrénie depuis longtemps et qui avaient des antécédents familiaux. La schizophrénie est une maladie avec des facteurs génétiques réels, hein, qui existent. Et en plus, la schizophrénie, il se trouve que c'est une maladie qui en général se déclare à l'adolescence ou à l'âge de jeune adulte, on va dire entre 15 et 25 ans. Et c'est aussi l'âge auquel on commence à expérimenter le cannabis classiquement. Et donc il peut y avoir des facteurs de confusion, mais non vraisemblablement, ça ne rend pas schizophrène. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas se dire il n'y a aucune interaction entre santé mentale et cannabis. Mmh. Il y en a. C'est plutôt un catalyseur que quelque chose qui crée le problème. Ou alors c'est plutôt une réponse qu'on y trouve parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions sur le moment. J'avais regardé une vidéo de l'Esprit Sorcier, hein, Fred et Jamy, tu sais, sur le cannabis. 6 minutes pour tout comprendre du cannabis. Bien entendu, bah, il faut plus de 6 minutes pour tout comprendre du cannabis. Donc forcément, Ouais. c'est un peu bizarre ce qu'ils disent dedans, quoi. Et dans les trucs bizarres qu'ils disent, il sort, Fred, que le cannabis peut faire chuter le QI des personnes si jamais elles en consomment particulièrement tôt. Le truc est nébuleux, tu sais, on sait pas d'où sort cette étude, si c'est un chercheur dans son coin qui a décidé tout seul, enfin bref. Moi, je sais d'où ça sort. C'est une étude néerlandaise qui a fait énormément de bruit, qui est sortie il y a quelques années. C'est une étude qui avait été faite sur des paires de jumeaux. Les chercheurs, ils aiment bien faire ça parce que c'est des gens qui ont la même génétique, qui ont grandi dans le même utérus, etc., etc. Donc, Ah oui. pour faire des comparaisons entre qu'est-ce qui vient de l'inné et qu'est-ce qui est de l'acquis, alors sachant que ces dénominations sont un peu débiles, hein, parce que c'est plus compliqué que ça, les deux s'imbriquent, voilà, on ne peut pas faire une stricte séparation entre les deux. Et donc, des études sur les jumeaux, les chercheurs aiment bien ça pour ça. Et il y avait cette étude néerlandaise qui avait sorti un résultat avec 8 points de QI en moins pour les gens qui consomment du cannabis avant 18 ans, je crois. Elle a été critiquée par des chercheurs derrière, notamment au niveau de sa méthodologie, etc. Il y a d'autres études qui sont sorties sur des jumeaux ensuite qui montrent pas de différence marquée non plus. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est un adolescent qui se met à consommer du cannabis quotidiennement avant 15 ans. Moi, j'ai quand même envie de poser la question comment ça va dans sa vie. Clairement. Et du coup, ça peut forcément être corrélé à d'autres choses. Et notamment, peut-être que cet adolescent, il a vécu des traumatismes graves, notamment dans sa famille, hein. 10% des enfants subissent de la violence sexuelle dans ce pays. Je me permets de rappeler ce chiffre. Et donc, peut-être que cet adolescent, il fait partie de ce groupe-là et que peut-être que du coup, en fait, il a du mal à se concentrer parce qu'il dort mal et que peut-être que c'est pour ça qu'il consomme du cannabis et que peut-être que c'est pour ça que le jour où on lui fait passer un test du QI, il est moins performant. Est-ce que c'est lié au cannabis? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs de confusion, en fait, comme on dit en médecine? Il faut toujours énormément se méfier. Quand on dit une étude dit que,
parce qu'en fait, des études, vous en avez des millions. Vous trouverez toujours une étude, qui dit ce que vous avez envie de dire. Il faut toujours être très prudent, sur les études, et quand on n'est pas formé en sciences, c'est pas facile d'être capable d'étudier une méthodologie, de voir si la méthodologie est clean, s'il y a pas de risque de facteur de confusion et un des meilleurs moyens, ça reste quand même, le fait que d'autres scientifiques derrière aient recité l'article et réessayé de faire l'étude et retrouvent les mêmes conclusions et de toute façon, il faut toujours être, comment dire? Humble sur la science et sur nos connaissances, notamment les connaissances sur l'intelligence, le cerveau, la santé mentale. On est au tout début de notre compréhension, de ces phénomènes. Il y a plein de choses Mmh. qu'on comprend pas et qu'on sait pas. Et donc peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui, ça sera contredit sur un plan Mmh. scientifique dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je voulais t'amener sur cette différence entre prévention des risques et réduction des risques, parce que depuis le début, tu parles de réduire les risques, alors que moi, quand on parle de drogue, j'ai toujours entendu parler de prévention des risques. Enfin, c'est quoi ton regard, toi, sur ces deux termes? L'approche par réduction des risques, il y a une vraie histoire, politique dessus. Fin 19e, début 20e, on pouvait acheter, de l'héroïne, de la cocaïne, en pharmacie, en fait, hein, et c'était même C'est considéré ouf. comme des produits de consommation, courante et le regard a vraiment changé, à partir de la fin du 19e siècle, notamment les médecins qui ont demandé à ce que ça soit des produits, mis sur ordonnance au cours du 20e siècle. On est vraiment rentré dans un rapport complètement différent à la consommation de ces produits. Avant les années 60, c'était la French Connection en France, qui gérait l'héroïne, qui était un groupe de narcotrafiquants, hein, mais c'était eux qui avaient tout le marché de l'héroïne. L'héroïne était toujours de la même pureté. On n'avait quasiment aucune overdose parce que les consommateurs connaissaient, la teneur du produit. Quand la French Connection a été démantelée, bah, en fait, il y a d'autres personnes qui se sont mis à produire de l'héroïne et là, on a vu, une arrivée massive, d'overdose et de décès par overdose. Je dis tout ça pour dire que dans les années 60-70, on a essayé d'avoir une approche, très, brutale, de la dictologie, notamment de faire, des sevrages forcés aux gens, en les enfermant à l'hôpital et cetera et cetera. Les résultats ont été, catastrophiques, hein et parallèlement, est arrivé le sida, dans les années 80 dans certains milieux et notamment donc dans les milieux, gays, ça je pense que tout le monde le sait, mais aussi, auprès des personnes, qui étaient, toxicomanes et qui utilisaient des seringues, pour se droguer, donc particulièrement les gens qui consommaient de l'héroïne. Il y a eu vraiment des usagers, qui se sont mobilisés politiquement dans des luttes, sociales et cetera, pour avoir accès, au traitement, du sida, pour, avoir accès à des vraies méthodes, de comment on se gère entre nous, pour, se sécuriser le plus possible dans nos consommations, dans nos rapports, et cetera, et cetera. Et c'est vraiment quelque chose qui est né de ça, qui est né de ces luttes, en dehors des pouvoirs politiques, en dehors des pouvoirs judiciaires et en dehors des pouvoirs médicaux qui, pour les 3, étaient en fait le bras armé, de la violence envers ces personnes et non seulement ne les aidaient pas, mais en plus, ne permettaient pas d'apporter des solutions. Et donc est venu tout ce mouvement qu'on appelle la réduction des risques, c'est-à-dire arrêter de se dire: «Il faut qu'il y ait 0 risque» parce que ça n'existe pas en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais se dire, quand on consomme, quand on est un usager, comment on fait pour le faire de la manière la plus safe et la plus sécure possible? Et c'est une histoire, politiquement qui est hyper riche et il y a des assos hyper connus, je pense à l'ASUD par exemple, ASUD donc association des usagers. L'auto-support des usagers de Voilà drogue. et le mot important là-dedans, c'est auto. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui se gèrent entre eux, entre pairs. J'ai oublié de parler en réduction des risques, pour le cannabis, de parler de Normal France. C'est une asso qui, parle de dépénalisation et de enfin surtout de légalisation de l'usage et qui parle de réduction des risques, liés au cannabis, spécifiquement. Et moi sur les assos, de cannabis, enfin qui parlent de cannabis juste pour terminer, il y a une surdiabolisation du cannabis dans certains points, mais parfois il y a une surangélisation du cannabis aussi. Mmh. Et moi je peux entendre, comment des militants en viennent à tomber là-dedans et parfois on peut entendre des discours, très angéliques sur le cannabis, ça soignerait tout, ça soignerait les douleurs, les maladies psychiques, les machins, on peut l'utiliser tout le temps, il y a aucun risque jamais et tout ça c'est pas vrai. Normal, de ce que je connais, alors j'ai pas épluché tout leur site, mais je sais ils ont cette approche justement de réduction des risques et de pas, tenir un discours, totalement angélique sur la substance. J'avais envie du coup de revenir avec toi sur un épisode des Pieds sur Terre, moi étant une grosse fan de cette émission. L'image d'illustration de l'épisode, c'est une meuf avec un énorme joint gonflable en teuf, quoi, de toute évidence. Tu sais Marie, moi j'aime bien ce podcast aussi Oui, bah et oui, moi aussi. franchement ça m'a vachement surpris, Ça- l'angle qui est pris. On se fait l'intro juste pour Ouais. se dire à quel point on Ah est déçus là. l'intro elle est waouh! En 2017, près d'un Français sur 2 avait déjà fumé du cannabis, c'est-à-dire des consommateurs adultes responsables majeurs. Et si on s'en tient au principe bien connu d'une éthique minimale, libre de faire ce qu'ils souhaitent, y compris ce qui est mauvais pour eux, pourvu que cela ne nuise pas à autrui. L'usage du cannabis chez les adolescents, qui nous intéresse aujourd'hui, est bien différent.
Avant d'écouter les 2 histoires étonnantes que nous vous proposons à ce sujet, laissez-moi vous donner quelques chiffres. L'Observatoire français des drogues et toxicomanie nous apprend d'abord que ça commence en moyenne à 15,13 ans et qu'alors un ado sur 4 qui fume régulièrement présente un risque élevé d'usage problématique ou de dépendance au cannabis. Ça fait beaucoup. 2 études ensuite, l'une finlandaise et l'autre anglaise, démontrent que les adolescents qui fument régulièrement ont un risque 3 fois plus élevé d'avoir eu à 18 ans un trouble psychotique. Enfin, Oui, une voilà, étude donc c'est néo-zélandaise, citée par Le Monde, établit qu'en cas de fumette régulière et prolongée à partir de l'adolescence, la baisse du quotient intellectuel à l'âge adulte peut Ah oui. aller jusqu'à 8 Ouais. points. Adultes, poursuit l'enquête que je cite, ceux qui sont touchés par ces effets dévastateurs sont désavantagés pour trouver un emploi, ils gagnent en moyenne moins d'argent, ils ont plus de risques de maladies cardiaques, d'Alzheimer ou de mourir prématurément. Ce sont des données anxiogènes, certes, qui n'apportent aucune solution, qui ne plaident pas forcément pour la Effectivement. pénalisation, mais qui seraient utiles à rappeler à titre préventif dans les cours de récréation et les salles de classe des collèges et des lycées où les adolescents de France et d'ailleurs commencent à tirer sur leur premier bédo ou à fumer de la bœuf, comme on l'entend tout de suite dans ces 2 récits signés Olivia Mullet. C'est fou parce que c'est le seul épisode du coup des Pieds sur Terre qui traite de ça et il le traite de cette façon-là. Moi déjà avec des informations qui sont partielles, voire fausses. On l'a développé avant, mais je le redis, hein, il y a d'énormes facteurs de confusion entre est-ce que c'est les gens qui vont pas bien qui fument ou est-ce que c'est les gens qui fument qui se mettent à aller pas bien. Et c'est probablement plutôt la première chose. Sur le fait de trouver moins d'emplois, etc., ben pareil, j'ai envie de poser la même question. Est-ce qu'un ado avec des troubles psychiques importants, soit dans des conditions sociales pourries, etc., n'est pas plus à risque de moins trouver d'emploi? Est-ce que c'est vraiment la consommation de cannabis qui est en cause? Et peut-être l'occasion aussi de parler un peu du phénomène d'addiction. Le phénomène d'addiction, on le voit toujours comme si c'était lié à la substance. C'est la substance qui rend accro, alors qu'en fait c'est un phénomène vraiment complexe, l'addiction, et qui est à l'intersection de 3 choses. Il y a donc la substance elle-même, effectivement, il y a des substances qui sont plus ou moins addictogènes. Le cannabis n'a a priori pas de dépendance physique. Par exemple, les opiacés ou l'alcool, le corps, quand il est habitué à en consommer récemment, le fait de ne pas en consommer, il y a des symptômes physiques de sevrage qui apparaissent, voire même pour l'alcool, on peut mourir du manque. Une fois qu'on a dit ça, sur le cannabis, on n'a pas de dépendance physique, mais il peut y avoir une dépendance psychique. Et donc des symptômes physiques plutôt liés à l'anxiété de ne pas pouvoir consommer. Pareil, il ne faut pas tomber dans l'autre angélisme qui est le cannabis ne rend pas accro. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des problèmes d'addiction et de dépendance au cannabis et à qui ça pose vraiment des gros problèmes. Le deuxième facteur, c'est l'individu qui utilise la substance. On a tous des prédispositions plus ou moins importantes à devenir addict. Il y a des facteurs génétiques notamment qui font que vous allez être plus ou moins à risque de développer des addictions. Et puis après, il y a un troisième facteur qui est l'environnement. Quelqu'un qui vit dans un environnement violent va plus avoir tendance à consommer des substances pour faire passer les choses. Quelqu'un qui a un travail qui est destructeur pour son corps ou pour son esprit, ou les deux, va plus avoir tendance à consommer des substances pour calmer cette douleur physique ou psychique liée à son travail. Quelqu'un qui a des horaires décalés au travail, qui travaille au 3-8, va plus avoir tendance à aller consommer des substances psychoactives pour aider à dormir parce que vous pouvez jamais vous caler sur le même cycle de sommeil. Quelqu'un qui vit en grande précarité, qui vit sans logement ou dans des conditions de logement qui sont indignes. Quelqu'un qui a du stress lié au fait qu'il ne sait pas s'il va pouvoir payer ses factures, etc. etc. Tout ça, c'est des facteurs qui vont influer sur le fait que vous devenez plus ou moins addict. C'est pas faux de dire qu'il y a des risques liés au cannabis, on les a listés, etc. Mais déjà, ceux qu'elle liste sont pas tout à fait exacts sur un plan scientifique, bien qu'encore une fois, il y ait tout un continent de choses qu'on ne sait pas et donc il faut être prudent sur ces choses-là. Et dans tous les cas, ça me semble être une approche sur un registre très moral et diabolisant. Quand vous êtes face à un adolescent, par exemple, qui consomme du cannabis, lui, il fait l'expérience concrète du fait que, dans la majorité des cas, en fait, ils ont une consommation, mais leur vie continue comme avant. Et donc le fait que quelqu'un d'extérieur vienne leur dépeindre une image extrêmement diabolisée de la substance qui n'est pas en rapport avec ce que lui, il observe, la seule chose qu'il va se dire, c'est cette personne ne comprend rien, elle est complètement à l'ouest et tout ce qu'elle me dit, c'est faux. Déjà, vous allez perdre
la communication possible avec cette adolescente ou cet adolescent qui, s'il se met à développer une consommation qui lui pose problème, va avoir du mal à venir vous en parler parce que vous l'avez abordé d'emblée avec un rapport très jugeant, très moralisateur. Du coup, il n'a pas confiance en vous. Et en plus, vous ne lui donnez pas les clés pour avoir une consommation qui soit maîtrisée, le moins à risque possible pour sa santé. Je reprends mon étude de cas, ma situation je suis formatrice là, je suis avec 20 jeunes en service civique qui font une pause. Et à la pause déjeuner, je me rends compte qu'il y en a qui sont en train de rouler des joints en plein pendant la journée de formation. Quelle approche je peux avoir, moi? Selon toi, est-ce que c'est mon rôle d'aller les voir pour leur parler de ça, en tant que formatrice de personnes qui les encadrent pendant la journée? Et si c'est le cas, comment est-ce que je les aborde? Et si jamais je les aborde pas, je voudrais que tu me parles d'un autre cas, qui est celui d'un parent qui se rend compte que son ado commence à avoir des consommations et il aimerait bien l'aborder de façon saine avec lui, quoi. Si c'est des adolescents que vous avez jamais vus de votre vie, c'est la première fois que vous les avez en formation et vous observez ça, vous pouvez aller essayer de leur parler, mais il est probable que la discussion soit assez limitée sur le sujet parce que vous n'avez pas pu mettre vraiment en place une relation de confiance. Vous êtes un adulte avec autorité. Néanmoins, moi je pense que ça peut valoir le coup d'ouvrir la discussion de manière ouverte, c'est-à-dire de constater, par exemple, de dire je vois que vous consommez du cannabis dans la journée. Nous, en médecine, quand on parle d'addiction, quand on utilise une méthode qui s'appelle la méthode de l'entretien motivationnel, qu'on pourrait rapprocher de la maïotique socratique. Et Socrate, c'était ce philosophe qui en fait faisait philosopher les gens en leur posant des questions. Et pourquoi tu penses ça? Et du coup, tu penses que ça veut dire quoi? Et du coup, quand tu utilises ce mot, qu'est-ce que ça signifie? Et du coup, dans l'entretien motivationnel, on va faire ça. Peut-être que la manière de l'aborder, c'est est-ce que ça t'arrive souvent de consommer à ce moment-là de la journée? Est-ce que tu crois que ça peut avoir un impact sur ta capacité à suivre la formation? Le cannabis altère les capacités de concentration et de mémorisation. Il y a des gens sur qui, en tout cas, l'impact ne va pas les empêcher de faire leur activité. Et c'est pareil, ces gens-là, si vous leur dites quand on consomme du cannabis, on ne peut pas se concentrer, mais eux, ils font cette expérience inverse. Donc, de toute façon, ils vont pas vous écouter, c'est pas vrai. Après, et encore une fois, ça veut pas dire. Il y a des gens, à qui, au contraire, ça peut flinguer la scolarité, en fait, parce qu'ils peuvent plus du tout se concentrer, parce Ouais. qu'ils arrivent plus du tout à suivre. Mais du coup, la première approche, c'est pas de dire à l'usager ce que va lui faire la substance, c'est de lui demander ce que ça lui fait. Et ensuite, deuxième ouverture, une consommation quotidienne et en journée de cannabis à des âges jeunes. Là, si on parle d'adolescents, moi, la deuxième question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça va? Comment ça va avec ça? Est-ce que c'est OK pour toi ta consommation? Est-ce que ça te pose des soucis? Est-ce que tu as besoin d'aide? Comment ça va dans ta vie? Est-ce que c'est OK pour en parler avec tes parents? Est-ce qu'il y a des soucis à la maison? Voilà, c'est comment tu vas, quoi. Quand on est proche, c'est un peu différent. Quand on parle à son proche, quelqu'un qu'on aime, voilà, si on a des relations saines avec cette personne, parce que parfois il y a des parents et des enfants qui ont des relations qui ne sont pas saines. Oui. Mais quand on a des relations aimantes et saines, si on a un parent à qui on peut parler et qui vient nous voir et qui nous dit écoute, j'ai l'impression que ça va pas, je vois que ton comportement il change, je vois que c'est difficile pour toi à l'école et tout, est-ce que tu as besoin d'aide? C'est complètement un autre contexte, quoi. Si vous voulez aller écouter l'épisode des Pieds sur Terre, moi je dis juste ce père là qui parle de la consommation de son fils. Moi, il y a plein de trucs qui me marquent dans ce qu'il dit. Et il y a un moment où il dit t'as une famille soutenante, on pourra te payer tes études, enfin tout va bien dans ta vie et toi t'es là et tu flingues ta vie avec le cannabis. Je peux avoir de l'empathie aussi pour ce père. Enfin, j'imagine qu'il est inquiet pour son fils et que c'est difficile et tout ça. Mais moi, vraiment, j'ai envie de dire, mais en fait, peut-être que ça va pas. On ne peut pas partir du principe que tout va bien dans sa vie et qu'il n'y a que le cannabis comme problème. Alors, je ne connais pas le contexte précis de ce jeune garçon en question, mais partir du principe qu'il n'y a pas de problème face à un adolescent qui se met à avoir un comportement qu'on ne comprend pas, c'est extrêmement dangereux en fait. Penser qu'il y a uniquement la substance psychoactive, alors je dis pas que c'est impossible, mais moi j'ai quand même envie d'aller creuser là. Enfin, moi j'ai 50 drapeaux rouges qui se lèvent dans ma tête en fait. Et je sais pas si tu avais spoté des questions, toi, Zoé, qui te semblaient intéressantes dans le chat. Tu penses quoi du microdosage en weed? En termes d'efficacité thérapeutique, le cannabis thérapeutique, c'est en cours d'étude beaucoup. C'est pas du tout la panacée qu'on a présenté à certaines époques. C'est reconnu que sur certains types de douleurs, ça peut être efficace, que sur certaines nausées, notamment, ça peut être efficace aussi. Maintenant, c'est à mettre en balance avec la manière dont on le consomme. Par exemple, si c'est pour le fumer. Enfin, je veux dire, si je vous prescrivais un médicament qui vous augmente énormément votre risque de cancer du poumon et d'infarctus, vous me diriez que mon médicament, il est pas ouf. Là, c'est un peu pareil, en fait. Donc voilà.
Après, c'est en cours d'étude. C'est toujours pareil quand c'est des entreprises privées qui produisent du cannabis, qui vous disent que le cannabis, c'est super. Ça pose un peu question aussi pour des raisons d'éthique de la recherche. C'était super riche, merci Zoé. Je ne peux qu'inviter les gens à aller te suivre. Tac, sur ton compte Twitter. Et après, sur YouTube, voilà, vous pouvez me voir raconter des conneries. Raconter des conneries, non, je rigole. Raconter des trucs politiques où on essaye de rigoler un petit peu. Je pense que demain ou après-demain, on sort une vidéo sur les arrêts de travail. On se moque de Guillaume Casbarian et des mecs qui utilisent l'emoji fusée. Et puis on parle aussi vraiment des arrêts de travail et des conséquences politiques que peut avoir les réformes là qui sont en train d'être proposées par ce gouvernement qui n'a pas à cœur le respect des êtres humains en première ligne dans leur choix. Voilà, en gros. Merci pour ton temps en plus sur un jour férié. Ouais, C'était ouais. trop cool de t'avoir. Merci Zoé. Très cool, hein. Merci pour l'invitation et puis écoutez, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup Marie. Sayonara, asura. 戻らないこれはあなたに残した願い